Cette semaine, enquête, comment s'occupe-t-on de nos enfants les plus mal en point? Un bon exemple? Il faut que je fasse la moto. Non. Prendre soin de lui comme la maman aurait dû prendre soin de lui à cette étape-là de sa vie. Et un exemple beaucoup moins positif. Ça m'est arrivé souvent d'arriver à la ressource et de constater qu'il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait absolument rien, là. Je veux dire, il n'y avait même pas de céréales et du lait. Bienvenue à Enquête. Ils sont parmi les petits-enfants les plus mal en point du Québec. On les a retirés à leurs parents négligents ou abuseurs. Rares sont ces enfants qui ont toutefois eu la chance d'être pris en main par du personnel exceptionnel dans une maison exceptionnelle. Pour la première fois, cette maison ouvre ses portes aux caméras de télévision. Enquête lève le voile sur ces enfants à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Ils sont 6. Faut que tu pinces. Continue. Ils ont entre 4 et 7 ans. Ça ne fait aucun sens pour lui, une cellule familiale. Pourquoi tu me filmes, Pierre? Il y a eu des périodes d'automutilation. Il va chercher à se pincer, il se crache dessus. Six enfants naufragés, tous abusés, abandonnés ou sévèrement négligés, et souvent les trois à la fois. Ils ont connu trop de familles, parfois plus d'une dizaine. C'est comme si des immigrants qui sont obligés de changer de pays. C'est comme si, dans le fond, on les déracinait de l'endroit où ils sont nés ou avec leurs parents, puis on les amène dans un autre endroit où, là, ils sont obligés de s'adapter. On leur demande de s'adapter. Je trouve que quand ils rentrent à l'escargot, c'est un petit peu ça. Ça peut ressembler à ça. Leur maison rappelle toutes les autres de cette banlieue montréalaise. Mais ils en sont les seuls habitants permanents. Ici, il n'y a pas de parents. Au lever des petits, le gardien de nuit vient de quitter. C'est dans les bras de leurs éducatrices que la journée va commencer. À la fin de notre cours. Oui, la télécommande, papa. Elles sont une dizaine à graviter autour d'eux chaque jour, avant de repartir le soir venu. Pendant parfois plus de 3 ans, elles vont les aider à rebâtir leur enfance éclatée. Les 2 plus vieux sont prêts pour la dernière étape, celle de la nouvelle famille, celle qui, peut-être, les adoptera. L'escargot ressemble à une maison, mais c'est une institution. Un concept controversé parce que les très jeunes enfants maltraités sont presque toujours placés dans des familles d'accueil. L'escargot existe parce qu'un jour, son concepteur s'est posé une question très simple. Est-ce que c'est possible que des enfants puissent se développer malgré tout sans avoir un papa et une maman, avec une équipe de soins autour d'eux qui sont vraiment dédiés et qui sont sensibles aux besoins de ces enfants-là? Certains enfants font la tournée des familles d'accueil, sans jamais s'adapter. Ils ont trop souffert dans leur propre famille. C'est pour eux que le Centre jeunesse de la Montérégie a créé la maison L'Escargot, il y a 5 ans. Il faut cesser cette spirale-là de placement-déplacement chez un enfant qui est rendu à 4-5 ans et qui a déjà 5 ou 6 placements à son actif. Imaginez-vous comment un enfant peut se construire comme ça. Pour la première fois, le Centre jeunesse a ouvert les portes de l'Escargot aux caméras de télévision. Nous avons passé une partie de l'été avec eux. On va prendre le temps de l'escargot, OK? Après, là, on va en parler puis on va trouver une solution. Nous n'avons pas le droit de vous montrer leur visage. Mais parfois, une voix suffit. Les enfants de l'escargot souffrent tous d'un trouble de l'attachement sévère, un diagnostic psychiatrique reconnu. Impossible pour eux de construire des liens affectifs durables, car ils n'ont pas reçu ce dont un bébé a besoin plus que tout, des soins et de l'attention. À un moment donné, un enfant, pour ne plus souffrir, finit par dire « je vais faire mon petit monde,
Je ne vais pas m'attacher aux gens. Les gens autour de moi ne sont que temporaires. La vie est ainsi faite que, dans le fond, je dois me suffire à moi-même. Voici la seule fille du groupe qui préférerait être un garçon. Difficile d'approcher Julie sans son costume de super-héros. Elle vient d'arriver à l'Escargot. À la réunion du mercredi, les éducatrices présentent son cas au pédopsychiatre Sylvain Palardy. Rappelle-moi la date de l'événement, des brûlures à peu près, juste... 2 ans. OK, ça fait 2 ans et demi. Puis c'est avant qu'elle s'est promenée, hein, de maison en maison. La grande peur des hommes, c'était écrit dans ton dossier, les hommes à la tête blanche et à barbe. En tout cas, il y avait comme un descriptif plus précis, mais on le voit, elle est pas bien, elle tourbillonne. On ne sait pas exactement ce que Julie a subi, mais son corps en conservait des traces. Avec des enfants si jeunes, la vérité se devine plus qu'elle ne se révèle. C'est sûr que ces enfants-là, ce qu'ils ont vécu, même eux ne le savent pas toujours. Là. Ils ont vécu des choses. Il y en a qui sont restés dans leur milieu familial jusqu'à seulement 1 an et demi, 1 an. Donc, tout ça, ça s'imprègne dans le cerveau de façon sensorielle, mais pas nécessairement de façon où l'enfant peut le dire, nous raconter des choses. Julie a 5 ans. Elle a vécu dans 6 familles. Depuis son arrivée, il y a 1 mois, elle n'est pas sortie de l'Escargot, même une fois, même pour aller au parc. On a une cour arrière, elle se baigne, elle glisse, elle fait du vélo dans la petite cour, mais elle n'est pas encore sortie de l'Escargot. 2, 3, go! Ouais. Est-ce que ce que vous voulez, c'est créer un cocon? Oui, un cocon de sécurité. Que l'enfant se sente enveloppé, qu'elle se sente bien avec les gens, qu'elle se sente bien dans sa maison, parce que maintenant, c'est sa maison, qu'elle se l'approprie comme sa maison. La maison de Julie n'y entre pas qui veut. Surtout pas des parents, qui parfois ont droit de visite. On s'est vite rendu compte, dans le fond, que les enfants, c'était leur milieu de sécurité, la maison, et que si on laissait rentrer un parent, ça pouvait les déranger ou peut-être créer des peurs qui n'étaient vraiment pas nécessaires. Là. Pour ces enfants qui ont vécu dans la peur et le chaos, sécurité égale aussi routine. À l'Escargot, chaque jour ressemble au précédent. C'est la séquence des événements qui est prise visible à tous les jours qui fait en sorte que, pour l'enfant, ça devient sécurisant. Tous les matins, il se passe toujours la même chose. Le dîner est toujours à la même heure, la pause est toujours à la même heure. Les enfants finissent par retrouver une certaine sécurité dans ces gestes quotidiens-là. Et dans la présence de Brigitte, la cuisinière, un peu éducatrice elle aussi. À table, à l'heure du lunch, une scène un peu singulière. Faut que je fasse la fusée. Ça? Non. La moto. Non. C'est quoi? Chantal Desjardins doit nourrir Tommy avec une fourchette. Pourtant, Tommy a 4 ans. Tu me fais des blagues. Tout petit, il a dû apprendre à se débrouiller seul. Les parents n'étaient pas là, la nourriture manquait. À l'Escargot, on lui permet parfois de redevenir un bébé. Parce que oui, il a 4 ans, mais au niveau affectif, on pense qu'il est à moins d'1 an. Alors, c'est des étapes qu'il n'a pas passées encore. On prend soin de lui comme la maman aurait dû prendre soin de lui à cette étape-là de sa vie. Aux éducateurs les plus chevronnés, on confie la mission de créer un lien plus fort avec 1 ou 2 enfants, pour leur apprendre à nouveau à faire confiance aux grands. Ça, elle est noire. Et ça, c'est un 9. Un 9. Ah, c'est là que je pensais, moi, j'étais un kiwi. Là, tu me disais, non, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Vincent et son éducateur Mario Miro, c'est depuis 3 ans la grande histoire de cœur de l'Escargot. C'est un enfant qui vivait vraiment dans une bulle presque autistique, dans le fond. Il refusait complètement de pleurer. Non, 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 je pleure pas, j'ai du sang dans les yeux, il y a du soleil, il se cache, il veut pas. Donc, il refusait complètement ça. Le monde de Vincent, c'était ses obsessions. Toutes sortes d'obsessions, pour les pierres ou les collants. Aujourd'hui, Vincent a 7 ans. Il n'est pas autiste du tout, et c'est en s'attachant à Mario qu'il l'a prouvé. Quand il a commencé à s'attacher, il a commencé à avoir de la peine dès le départ.
à avoir de la peine que son éducateur parte. C'est sûr que pour nous autres, c'est une victoire. On se dit, mais cet enfant-là, il est capable d'être en relation beaucoup plus rapprochée avec les gens, ce qu'il n'était pas capable quand il est arrivé. Ça va être le temps de manger. On ne pourra pas venir manger parce que tu n'as pas ramassé la plasticine. Mario est à la fin du parcours de Vincent, mais au début de celui du petit Félix. Avec lui, le travail ne fait que commencer. Félix est arrivé à l'Escargot il y a moins d'une semaine, avec un lourd bagage. Ce qui ressort beaucoup au niveau de la mère, c'est que c'est des problèmes de consommation. Il y avait beaucoup de négligence dans cette famille-là. C'est que c'est un enfant qui a été quand même assez laissé longtemps à lui-même. C'est un enfant qui est téméraire, qui se met en danger. C'est pour ça qu'elle disait qu'il fallait tout le temps l'avoir à l'œil. C'est un enfant qui s'est jeté en bas du 3e? Oui. Après ce grave accident, Félix a passé des semaines presque seul à l'hôpital. Il avait 2 ans. Il en a 4 aujourd'hui. La crise a duré plus de 20 minutes. Rien d'inhabituel à l'Escargot. Mais quelque chose a ébranlé son éducateur. Dans le sanglot, dans le son, c'est vraiment le son, le sanglot d'un bébé, d'un jeune enfant, tout petit, mais pas de 4 ans. Cet enfant-là, on le met au niveau du 0-3 mois, c'est certain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ce que ça veut dire, c'est qu'un enfant de 0-3 mois n'a rien appris du monde. Là. Dans le fond, c'est vraiment... On est à la base de tout. Alors, je peux pas m'attendre à ce qu'il soit capable de gérer des conflits avec les autres, à ce qu'il soit capable d'écouter toutes mes demandes. Pas plus que je m'attendrais de ça à un enfant de 3 mois. Félix était placé depuis plusieurs mois, mais la famille d'accueil n'en pouvait plus. Parfois, la bonne volonté ne suffit pas. Les familles d'accueil finissent par nous dire, bien écoute, nous ça va être différent chez nous. On va l'aimer, on va faire des choses pour lui, ça va bien aller. C'est vrai, c'est important. C'est important, l'affection, c'est la chaleur, c'est important. Hein? Mais l'amour n'est pas suffisant. Hein? On est à un autre niveau, là. On est une équipe un peu spécialisée, une équipe spécialisée avec une équipe d'intervenants, une équipe de professionnels aussi qui on se sent beaucoup supportés. C'est pas comme une famille où ils sont 24 heures sur 24 avec le même enfant puis que ça repose, dans le fond, sur le père et la mère là, de la famille d'accueil. Nous, on partage ce stress-là à plusieurs personnes. Là. Ici, on partage le stress, mais on s'appuie surtout sur une dure réalité. L'éducateur n'est pas un parent. C'est un professionnel qui doit garder ses distances. J'ai un exemple, entre autres, une fois où est-ce qu'un petit garçon, il me courait après dans la maison, essayait de me frapper, tout ça. Puis à un moment donné, là, c'était assez. Donc, je l'ai regardé en lui disant, « Ça se peut-tu que ce que tu veux, c'est que je me mette en colère? » Je lui ai dit, « Mais ça arrivera pas. » Il m'a dit, « Même si je vais dans le bureau puis que je brise tes affaires, tu te fâcheras pas. » Je dis, « Non, je me fâcherai pas. Même si je vais dehors puis que je brise ton auto, tu te fâcheras pas. Non, je me fâcherai pas. » Avez-vous la même patience avec vos propres enfants? C'est vraiment une question que je réponds. 2 fois par semaine, les éducateurs se réunissent pour décortiquer dans le moindre détail le cas de chaque enfant. Périodiquement, psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux ajoutent leur grain de sel. Puis c'est écrit dans les chronos que tu es la personne qui arrive à le sécuriser, tu es la personne qui arrive à l'apaiser. Il y en a un lien, je sais qu'il y en a un. Ils sont tous diplômés, avec des connaissances approfondies en enfance mésadaptée. On les a choisis pour ça. Mais aussi pour ça. La première fois que tu es venu ici... Ah, tu étais venu visiter cette journée-là, l'Escargot. Dylan sera bientôt prêt à quitter l'Escargot. Emmanuel l'aide à mesurer le chemin parcouru. Il n'a pas vu ses parents depuis des années. Après 2 ans et demi, sa famille est ici. Joanie, t'as-tu vu qui est là? C'était Cassandra. Ah bien là, aujourd'hui aussi. Et c'est Maryse. On lui a enfin trouvé de nouveaux parents. Il apprend à les connaître depuis presque 2 mois. Regarde le sac là-bas, c'est peut-être facile pour toi, celui-là? Aujourd'hui, étape importante, Dylan va passer quelques jours dans sa nouvelle maison. Pour ces enfants-là, fragiles et complexes,
Les parents d'accueil passent toute une série de tests. Mais les candidats sont rares et les enfants restent longtemps à l'escargot. Trop longtemps. Oui, à cause des familles d'accueil qu'on a de la misère à trouver. Parce que sinon, ça pourrait se faire plus rapidement, là, tu sais, c'est sûr. Mais Ils sont prêts parfois, mais il n'y a personne pour les accueillir. C'est ça. C'est plus difficile de trouver des familles d'accueil. Ça, c'est dur pour vous? Oui. Êtes-vous bien assis, monsieur? Oui, madame. On part en voyage. On part en voyage, Toutou-chien. On s'en va jusque où, Toutou-chien? Jusque dans la famille d'accueil de Dylan, où la période d'adaptation se passe très bien. Si bien qu'une semaine après ce tournage, il a quitté l'escargot pour de bon. Les éducatrices continuent de lui rendre visite. Dans la courte histoire de la maison, il est le 6e à partir. Sur 6 enfants qui ont quitté l'escargot, combien sont restés dans leur famille d'accueil après? Les 6. Oh oui, les 6. Et comment vous réagissez face à ça? Je suis contente. Je trouve qu'on a bien réussi notre travail. Je trouve que c'était un travail d'équipe. Puis je trouve qu'on a bien réussi. On est content de ça. 1 heure après cette entrevue, l'équipe de Denise Leclerc fera face à un des plus grands défis de l'histoire de l'escargot. Après 2 mois d'intégration dans sa nouvelle famille, Dylan a été sommairement renvoyé. C'est la première fois qu'un enfant doit réintégrer l'escargot. Mais ce n'est pas la première fois que Dylan est abandonné. C'est la 2e fois, plus officiellement, mais ça fait comme 3 milieux de vie qui passent depuis quelques années, là. Et il a quel âge? Il a 7 ans, donc 2 ou 3 abandons dans une petite vie de 7 ans. Ça fait beaucoup. Je vais devenir émotive. Pourquoi sa nouvelle famille a-t-elle rejeté Dylan? Il semble qu'il n'aurait pas répondu à leurs attentes, que la tâche était trop lourde. Il comprend que c'était des gens qui étaient fatigués. Ils leur ont dit que c'était pas des bons parents pour lui, mais lui, tout ce qu'il me dit, c'est que mais moi, je les trouvais bons. Il a mis des années à faire confiance aux adultes. Son éducatrice se demande s'il pourra encore y arriver. Quel impact ça peut avoir sur le lien de confiance que vous avez avec cet enfant-là? Puis en fait, ça a été un autre morceau bien difficile à digérer. C'est une des premières pensées que j'ai eues. J'ai dit, comment est-ce qu'il va me le faire payer? Parce que moi, je lui ai dit qu'on trouverait la meilleure pour lui, la meilleure famille. Puis là, ça n'a pas fonctionné. Heureusement, la chambre de Dylan est toujours libre. Mais personne ici ne sait s'il a encore envie d'y habiter. Aujourd'hui, l'escargot fait la fête à un de ses anciens. Alexandre a 8 ans. Il habite avec sa nouvelle famille depuis 2 mois. T'as de l'air bien, je suis contente de te voir. J'ai bien allé à l'école tantôt. Oui, puis t'aimes ça, cette classe-là? Alexandre, c'est un des pires cas d'abus qu'a connu l'escargot. On a mis des années ici à calmer ses peurs et ses cris. C'est ensuite qu'on s'est rendu compte qu'il était exceptionnellement intelligent, presque surdoué. Pourtant, l'année dernière, il a fallu le retirer de l'école. Son volcan intérieur, comme il l'appelle, menaçait d'éclater. Là, il y a un volcan. Écoute, c'est le plus gros volcan que tu as jamais fait, ça. Pourquoi? Pourquoi c'est le plus gros? Ouais, parce que c'est le plus gros. On n'a jamais vu un gros de même. Au moment de nos premiers tournages, Alexandre dépérissait. 4 ans après son arrivée, il avait besoin de quitter l'escargot pour une vraie famille. Mais c'est quoi? T'as mis sur mon cœur? Qu'est-ce que j'ai mis dedans, ton cœur? Et j'ai une fleur. Ben oui. Il n'y a pas de fleur dans mon cœur? Pourquoi? Je vais en mettre une fleur dans ton cœur si je vois une fleur. Oui, mais il n'y a pas ça dans mon cœur en ce moment. Aujourd'hui, son diplôme accroché, Alexandre rejoint enfin les autres finissants de l'escargot. Il faut pas être touché, hein? Sa nouvelle famille nous l'a confirmé, il est avec eux pour longtemps. On va pas penser à toi. L'escargot, c'est pas un projet de vie pour un enfant. C'est un lieu de traitement. Mais on a toujours en tête
que ces enfants-là doivent vivre dans un milieu de vie permanent. Et c'est pas à l'escargot qu'ils vont vivre ça. Avec ta brosse douce, le côté doux, oui. Prends l'oreille dans ta main, là. Puis voici. Fais attention à ça, hein? Nous sommes dans la salle de traitement, réservée aux spécialistes payés par des fondations qui appuient l'escargot. Mets-le ici, au milieu. Wow! Ici, en zoothérapie, Vincent apprend à s'occuper des autres et à créer des liens. T'es prêt? OK, à toi. Julie, elle, est évaluée en ergothérapie. Pour celle qui se cachait dans ses costumes et refusait tout contact, on remarque déjà des progrès. Est-ce que c'est difficile d'aller la chercher? Oui, peut-être ça va mieux avec ta main droite. Vous leur demandez de travailler fort, hein, ces enfants-là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On les ménage pas. Mais ils sont capables, ils ont beaucoup d'énergie, puis ils ont beaucoup de capacité puis de potentiel, ces enfants-là. Il faut les faire travailler. Tu essaies de me dire quelque chose? Ryan a 5 ans, mais à l'entendre, on dirait qu'il en a 2. Comme il parle très peu, il est suivi en orthophonie. Aujourd'hui, c'est son éducatrice, Fabienne Raymond, qui le fait répéter. Tu es en train de nettoyer le... Sabot, c'est bien dit. On n'a pas vu le foin encore. Si le niveau de service ici est exceptionnel, le prix est à l'avenant. 127 000 $ par enfant. C'est ce que le Centre jeunesse de la Montérégie investit chaque année dans l'escargot. Une famille d'accueil reçoit 13 000 $ pour s'occuper du même enfant à la maison. Oui, ça coûte cher un enfant qui est à l'escargot. Mais si on sait que si on n'intervient pas adéquatement, ces enfants-là, ils vont rester jusqu'à 18 ans dans le système. Si on réussit à donner à ces enfants-là ce qu'il leur faut, bien, c'est 1 million de $ par enfant qu'on économise. Le million dont parle Camille Picard, c'est 100 000 $ par an pendant 10 ans. C'est ce que coûtent les enfants qui restent dans le système, ceux qu'on laisse voguer de famille en famille jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour être adoptés. Ils finissent leur enfance en foyer de groupe institutionnel. Je me suis occupée d'une unité d'adolescents qu'il fallait préparer à la vie autonome. Puis quand je regardais ces grands adolescents-là, je me disais, si l'escargot avait été ouvert, là, 10-15 ans, on aurait pu faire quelque chose pour ces adolescents-là. Alors que là, ça fait juste 5 ans, mais on voit les résultats, là. Est-ce que tu te souviens des noms des amis? Qui est-ce que tu te souviens? Il y avait beaucoup de filles. Bon, le toutou, lui, est-ce qu'il s'en souvient, lui? Oui, je pense que tu es content. Les résultats, on commence à les voir avec le petit Ryan. Son histoire n'en est pas une de négligence classique. C'est l'histoire d'une relation fusionnelle avec un parent qui refusait de le voir grandir. On s'attendait de lui qu'il reste un bébé. On s'attendait de lui qu'il ne parle pas. On s'attendait de lui qu'il n'y ait pas d'idée... d'indépendance. Chez lui, on est très content quand il s'affirme, justement, parce que c'est un enfant qui ne s'affirmait pas, qui n'était pas capable de dire même s'il y avait des goûts, s'il y avait des idées dans sa tête, s'il y avait des intérêts. En 2 ans, il a surmonté suffisamment d'obstacles pour entrer en maternelle dans une classe régulière. C'est sa première semaine et Fabienne l'accompagne. Il est quelle couleur? Il est bleu. Elle ira en classe avec lui pendant des semaines, des mois s'il le faut. Le temps qu'il s'habitue et que les autres s'adaptent à lui. Il est gêné. Il n'existe aucune statistique sur le nombre d'enfants souffrant d'un trouble d'attachement grave. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'au Québec, 28 % des enfants placés par la DPJ pendant 1 an ou 2 ont vécu dans 3 milieux différents ou plus. En 2008, ça voulait dire 1175 enfants. Parmi eux, des centaines souffrent nécessairement de troubles de l'attachement grave. Or, des maisons pour eux, il en existe 2 au Québec. L'Escargot sur la Rive-Sud et depuis peu, la Chaumière à Montréal. 12 places au total pour 12 enfants incapables de s'intégrer à une famille. On oublie les clientèles les plus vulnérables. Combien coûte pendant une année les traitements contre le cancer d'un enfant du même âge? Et est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on remet ça en question? Non. Tu vas le mettre dedans? Il va où? Ça va là? Tu les mettre avec les autres. Non, c'est les 25 sous. Même si l'escargot a remporté plusieurs prix d'excellence, elle n'a pas de liste d'attente. C'est que la maison n'a pas que des partisans. Des juges, des avocats
et même des travailleurs sociaux sont encore profondément choqués par l'idée d'arracher des enfants si jeunes à leurs parents pour les confier à une institution. Et il y a des gens qui, ça va à l'encontre de leurs valeurs, ça. Même après 6 ans, on a dans nos équipes des gens qui disent, ben moi, ça rentre pas dans ma philosophie de travail, puis j'irai, je vais continuer, même si c'est la 7e thérapie de désintox de la maman. Ce matin, Fabienne a dû se précipiter à l'école pour chercher un Dylan trop agressif. Oh, ben là, si tu veux faire ça, tu peux monter en haut. L'enseignante ne le maîtrisait plus. Est-ce qu'il frappé quelqu'un? Oui, des élèves et des cicatrices. 2 semaines après le rejet de sa famille d'accueil, Dylan s'enlise. Il accepte mal son retour à l'escargot. Il s'est désorganisé, il a commencé à frapper les amis, il m'a frappé, il a frappé l'enseignante. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait ça avoir une famille d'accueil qui s'appelle pareil comme eux autres, même si c'était pas eux autres. Et c'est la première chose qu'il t'a dit quand t'es rentrée, c'est je me suis ennuyée si ma famille d'accueil. Il souhaite contacter la famille qui l'a rejeté. L'équipe se demande si c'est la bonne chose à faire. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il y a besoin d'être rassuré tout le temps. Je pense que tu as raison. Il ne faut pas ça juste négatif. Parce qu'il en avait besoin, on a finalement laissé Dylan écrire ces quelques mots. En attendant, l'équipe devra l'aider à recoller les morceaux. As-tu des idées de beaux rêves qui vont chasser les cauchemars? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on se dit toujours, donc? On dit toujours tout chien. Après ça, toi puis moi. Leur travail devra continuer sans Denise Leclerc, qui dirige l'escargot depuis sa fondation. Elle annonce aujourd'hui sa retraite aux enfants. Puis là, vendredi, je vais quitter, puis là, je vais m'en aller chez nous. Je vais faire autre chose. Des pancartes? C'est quoi? Pas un matin? Pas un matin. Vendredi. Dans mardi, mercredi, jeudi. Dans 3 dodos. C'est quelque chose de travailler avec les enfants puis d'être témoin de ça à tous les jours, là, tu sais. Là, je deviens émotive. C'est quelque chose parce que les enfants, on voit beaucoup le résultat rapidement. Puis je dirais qu'à tous les jours, il y a des petits miracles qui se produisent, puis on est les témoins de ça. Nous avons aussi été témoins de petits miracles pendant les quelques semaines passées à l'escargot. Comme l'une des premières aventures de Julie, qui sort maintenant régulièrement de la cour arrière. Un jour, si tout va bien, elle pourra elle aussi croire à ces mots-là. Je peux faire confiance à des adultes. Ils sont là pour m'accompagner. Que la vie peut être bonne, que ce que j'ai vécu à date, c'était pas représentatif de l'univers. Que dans le fond, l'univers est différent et qu'il y a quelque chose d'autre que je peux vivre à l'intérieur de ça. Quatre des enfants que vous avez vus dans le reportage sont maintenant prêts à intégrer des familles d'accueil à long terme. Pour les 2 plus vieux, Dylan et Vincent, le besoin d'une famille revêt même un caractère urgent. Le contraste entre le prochain reportage et celui que vous venez de voir est saisissant. Il y a 1 mois, le Centre jeunesse de Montréal fermait d'urgence un foyer de groupe pour petits-enfants en grande difficulté à la suite d'informations transmises par notre équipe. Voyez l'enquête qui a tout déclenché. Ils sont 6. Ils ont entre 3 et 6 ans, parfois moins. On les a retirés de leur famille pour les placer en foyer de groupe. Mais ici, le foyer de groupe est privé et à but lucratif. Voici la ressource La Fontaine. C'est un foyer de 8 places, sous contrat avec le Centre jeunesse de Montréal. Il y en a 4 au Québec pour des enfants si jeunes. On les accueille en principe pour de courtes périodes. Mais plusieurs ont passé une bonne partie de leur petite enfance ici. Ont-ils reçu les soins auxquels ils avaient droit? Marie-Hélène Gilbert est une éducatrice d'expérience.
Le matin, elle était seule pour réveiller, habiller et nourrir 8 enfants. Il y a des matins où je me souviens, là, ça a été des débordements totaux, tu sais. 2 jeunes qui sont en train de s'agresser dans la cuisine pendant qu'un autre veut faire tomber la bibliothèque sur lui. Sa collègue Julie Thierry est éducatrice spécialisée, elle aussi. Seule, le soir, elle était fréquemment débordée, surtout à l'heure du bain. Il y en avait un qui était un peu plus petit, il avait 3 ans. Lui, il est allé dans la cuisine pendant que j'étais dans la salle de bain et il a fouillé dans la poubelle et il a mangé de la poudre de café qui se trouvait dans la poubelle. À moins de 6 ans, la place d'un enfant est habituellement en famille d'accueil. Malheureusement, on manque de famille d'accueil. On le dit à toutes les tribunes où c'est possible de le dire. Maintenant, il fallait trouver une solution aussi pour ces enfants-là. La solution, ce sont des foyers d'urgence comme la ressource La Fontaine. En principe, pour quelques semaines ou quelques mois. En pratique, une vingtaine d'enfants y ont vécu plus de 6 mois, certains jusqu'à 2 ans. Le foyer est situé au 3e étage d'un triplex de l'Est de Montréal, sans cour arrière, sans parc à proximité. Tu peux pas te permettre de sortir, mis à part le petit balcon, puis il n'y a pas de cour. La cour est un stationnement. Tu peux pas sortir parce que c'est risqué avec ces enfants-là. Règle générale, les enfants ne jouent pas dehors. Julie Thierry compensait comme elle le pouvait. Je les faisais courir là-dedans pour qu'ils essayent de se défouler un peu. Je disais, je sens que toi, ça va pas. Est-ce que tu as besoin de courir un peu? S'ils me disaient oui, je disais, OK, va dans la salle de jeu puis cours jusqu'à ce que tu es fatigué, là, t'en peux plus. Cours. Et bien, des fois, on m'appelait en bas, au 2e, pour me dire que ça faisait trop de bruit, qu'il fallait qu'ils s'arrêtent. Le 2e, c'est l'étage où travaille le couple propriétaire du foyer, mis sur pied en 2008. Et selon cet ex-employé, les soins de base n'ont pas toujours été assurés. Ça m'est arrivé souvent d'arriver à la ressource et de constater qu'il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait absolument rien, là. Je veux dire, il n'y avait même pas des céréales et du lait. Et j'avais appelé Daniel, qui était responsable de la ressource à ce moment-là, qui me disait « Ah, ben l'argent n'est pas rentré, on va faire l'épicerie plus tard cette semaine. » Oui, mais il n'y a pas de nourriture maintenant. Les enfants ne mangent pas maintenant. Sur ces enfants-là, les éducatrices avaient bien peu d'informations. Les travailleuses sociales venaient parfois à la ressource, mais elles parlaient rarement aux employés. Il y a eu peut-être 2 réunions d'équipe en 8 mois que j'ai travaillé là-bas. Donc, jamais, entre éducateurs, vous vous rencontriez avec des professionnels pour discuter de l'enfant? Jamais. Est-ce que c'est normal? Non. En tout cas, c'est pas ça qu'on m'apprend à l'école. Nous avons obtenu le contrat qui lie le Centre jeunesse de Montréal à la ressource La Fontaine. On y reconnaît clairement la complexité de la clientèle. C'est des enfants qui ont des troubles du comportement. Beaucoup, ça va être troubles envahissants du développement. Il y a beaucoup de troubles de l'attachement, etc. Il y en a même, c'est proche de l'autisme, parfois. Les propriétaires recevaient donc le montant maximal, presque 114 $ par jour par enfant. Pour travailler dans ces foyers, il faut normalement le plus haut niveau de formation et d'expérience, sauf à la ressource La Fontaine, où le centre jeunesse tolérait un niveau d'expertise moindre. Une des propriétaires, Manon Hubert, n'a aucune formation postsecondaire. Son mari, Daniel Roy, possède un DEC en marketing. Le responsable, c'est un gestionnaire, on en convient, mais pour nous, ce qui est important, c'est que les employés qui sont en lien direct avec les enfants aient une formation telle que en éducation spécialisée, éducation à l'enfance. En fait, Daniel Roy embauche souvent des jeunes étudiants sans diplôme ou sans expérience, notamment une coiffeuse, une vendeuse et des aspirants pompiers. Ils sont payés entre 10 et 12 $ de l'heure, environ la moitié du salaire d'un éducateur en centre jeunesse. Des diplômes, bon, il y en a qui en ont beaucoup, puis il y en a qui ne savent pas quoi faire avec ça. J'aime bien mieux quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui sait quoi faire de ses 10 doigts, que le contraire. J'ai vu des gens qui venaient d'avoir 18 ans, sans expérience, sans stage encore. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Les enfants, ils le ressentent, puis ils ont besoin d'avoir quelqu'un de solide devant eux, surtout ces enfants-là. Pour vérifier les compétences des éducateurs, le Centre jeunesse faisait confiance à Daniel Roy. C'est d'abord et avant tout le responsable de la ressource qui doit s'assurer, parce qu'au contrat, ce qui est indiqué, c'est que le responsable doit s'assurer de la qualité du personnel qu'il requiert. La ressource La Fontaine est avant tout une histoire de famille. La fille de Daniel Roy, Marie-Pierre, possède une formation en intervention,
Mais c'est son fils, Mathieu, aspirant pompier, qui s'occupait des enfants, avec une main de fer. Je l'ai déjà vu crier sur un enfant, oui. C'est des enfants qui ont déjà un vécu brisé, ils ont besoin d'être reconstruits. Donc, je pense pas que ça les aide qu'on leur crie dessus. Joël Lafleur a vu le père, Daniel Roy, porter la main sur une enfant. Il l'a frappé. Claque sur les fesses. La petite fille, elle criait nécessairement. Ça m'avait tellement heurtée, là. Je sais que je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais? » Puis il m'avait dit « Elle m'écoutait pas. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. D'autres ont été témoins de violences verbales. Une éducatrice était présente lorsque Daniel Roy a menacé un enfant de 4 ans particulièrement turbulent. Daniel a sorti sa ceinture et il a dit « C'est comme ça que tu veux que ça se passe? Comme chez vous? » Qui donc surveille les ressources intermédiaires? Les centres jeunesse ont l'obligation de les inspecter. Celle de Laval, par exemple, est évaluée régulièrement. À Montréal, les 3 ressources pour jeunes enfants n'ont jamais été formellement inspectées. Comment se fait le processus de surveillance à ce niveau-là? Il n'y a pas de processus de surveillance. Quand on est dans un lien de partenariat, de collaboration avec une ressource contractuelle, nous ne sommes pas du tout dans un lien de surveillance. Pas de lien de surveillance, mais d'importants liens d'affaires. Car au rez-de-chaussée du triplex, le couple exploitait une autre entreprise, La Transition, le plus gros centre de visite supervisée au Québec. À l'intérieur, une quinzaine de petites pièces où parents et enfants exercent leur droit de visite pour quelques heures. Des parents surveillés et évalués par de jeunes employés, souvent sans expérience. Je trouvais ça complètement ridicule d'avoir l'avenir de ces familles-là, de ces enfants-là, entre mes mains, alors que j'étais pas outillée, que j'étais pas nécessairement en mesure de faire des observations justes. Depuis 8 ans, c'est le Centre jeunesse qui réfère et finance une grande partie des visites qui se déroulent ici. 800 à 900 visites par mois, à un minimum de 42 $ la visite. Il y avait vraiment un surbookage, là, si on peut dire. Des fois, on avait 2 visites à la fois. Des fois, il manquait de pièces dans le centre pour accueillir tout le monde. Comment vous faisiez pour superviser et évaluer 2 familles en même temps? Concrètement, maintenant, avec le recul, je dirais qu'on a perdu beaucoup de choses. C'est sûr, c'était impossible. Et je sais que certains intervenants en ont fait 3 en même temps. Un parent qui n'avait pas d'argent pour payer voyait sa visite immédiatement annulée, même si son enfant était déjà là. De nombreux parents frustrés se sont confiés au docteur Gilles Julien. Il y a 2 ans, le pédiatre a rencontré la famille Roy. Il était tout à fait clair que ces gens-là ne savaient vraiment pas de quoi ils parlaient. C'était très clair qu'ils n'avaient pas les compétences. On avait devant nous des entrepreneurs d'affaires qui décidaient de se partir une petite business qui avait l'air drôlement bien fonctionner puis être rentable, en engageant du monde qui n'avait pas la compétence pour le faire. Un intervenant de La Transition avait lui aussi alerté le docteur Julien. Nous l'avons retracé à l'extérieur de la province et il est formel. Manon Hubert lui a demandé d'insérer de fausses informations dans son rapport de visite. Et là, Manon, elle vient me voir puis elle me dit est-ce que cette dame-là, elle sentait l'alcool, hein? Elle sentait l'alcool? Là, je dis non, elle sentait pas l'alcool. Puis là, Manon, elle me dit non, moi, je trouve que elle sentait l'alcool un peu. Tu devrais le marquer dans ton rapport. Mais je l'ai pas fait. Parce que cette dame-là ne sentait pas l'alcool. 4 autres intervenantes ont refusé d'ajouter de fausses informations à leur rapport. Des fois, elle était sortie du centre puis elle nous demandait de changer les rapports pour quelque chose qu'elle aurait supposément observé, mais elle était même pas là de la journée. Ces rapports étaient versés au dossier de l'enfant et utilisés en cours pour déterminer les droits d'accès. Et Manon Hubert s'en servait pour témoigner au tribunal sur la compétence des parents. Le Centre jeunesse était-il au courant de ce qui se passait rue Desjardins? Oui, selon plusieurs professionnels et éducateurs à qui nous avons parlé. J'ai envoyé une première lettre avant de démissionner, puis j'en ai envoyé 2 ensuite, après ma démission. Avez-vous eu des nouvelles? Non, jamais. Il y a 2 ans, le docteur Julien a fait la même chose en rencontrant la directrice de la DPJ, Michelle Dionne. Et ce qu'on nous a dit, c'est que non, c'est sous contrôle, de ne pas nous inquiéter. C'était supervisé, contrôlé, que les travailleurs sociaux y allaient régulièrement, puis que ça ne pouvait pas déraper.
C'est finalement l'équipe d'enquête qui a révélé au Centre jeunesse que Manon Hubert exploitait une agence de voyage au 2e étage. L'agence était illégale et c'est pour cette raison que le Centre jeunesse a fermé la ressource La Fontaine et déplacé les enfants. Quant au Centre La Transition, il demeure ouvert. La famille Roy n'y travaille plus et le Centre jeunesse a pris le contrôle des opérations. On se sert de tout ce qui vient d'arriver autour de la transition pour regarder, dans le fond, notre pratique en termes d'exigence, de ce qui est attendu d'une ressource, de suivi, de mécanismes de contrôle et de suivi. En sous-contractant les soins et la surveillance des plus vulnérables, les autorités ont-elles failli à leur mission? Laisser ça entre les mains d'individus sans compétences, pour moi, ça frise. C'est des mots durs, mais ça frise une négligence importante. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Enquête est rediffusée samedi à 13h sur la première chaîne de Radio-Canada et le dimanche à 18h sur le réseau de l'information.